Alors bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous parler de la prise en charge chirurgicale de façon extrêmement simple. Donc ça, ce sont mes liens d'intérêt. Vous voyez qu'on est extrêmement sollicité et c'est bien. Hein, on dit souvent que les experts sans intérêt n'ont pas d'intérêt, donc on en a. La prostate, c'est quoi? La prostate, c'est un organe qui sert à fabriquer le sperme, où elle participe à la formation du sperme. Et vous voyez ici qu'elle est en bleu, et qu'en arrière de la prostate, vous avez des structures que l'on appelle les vésicules séminales, qui sont les réservoirs de sperme. Donc vous imaginez ici, vous avez le testicule avec l'épididyme, le déférent qui va apporter les spermatozoïdes jusque dans la prostate, au niveau d'une structure qu'on appelle les canaux éjaculateurs, et les spermatozoïdes vont se mélanger à ce réservoir de sperme dans lequel se mélangent un certain nombre de glandes et de substances issues de la prostate. Et évidemment, ce tissu va être, ce liquide va être éjaculé au moment des rapports. Donc la prostate, elle est située à la base de la vessie. Woody Allen dit que c'est une glande qui devient au fur et à mesure du temps de moins en moins sexuelle, de plus en plus urinaire. Et il a probablement raison, parce que les trois pathologies que l'homme peut connaître de la prostate, c'est les inflammations, qui peuvent survenir à tous âges, les jeunes ou les moins jeunes, l'hypertrophie, c'est-à-dire l'augmentation du volume prostatique, qui peut finir par gêner l'émission d'urine, à cause du volume simplement, c'est un effet simplement de réservoir, de gêne, et puis le cancer, la cancérisation, en sachant qu'il n'y a aucun lien entre ces trois pathologies. On peut avoir des prostatites jamais fait de cancer, on peut avoir une hypertrophie bénigne de la prostate sans jamais de cancer. Donc c'est les trois pathologies qui peuvent survenir. À cet égard, vous voyez à quel point le rectum qui est ici est un organe utile pour nous, car en faisant le toucher rectal, on va toucher ici toute la face postérieure de la prostate, mais bien sûr, on ne touche pas la face antérieure, on ne touche pas le lobe médian qui peut également grossir. Pour vous donner une idée, la prostate d'un adolescent fait une dizaine de grammes, une quinzaine de grammes. La prostate d'un homme mûr fait 50-60 grammes. Donc il y a des facteurs de croissance qu'on ne connaît pas très bien, qui vont être sollicités pour que la prostate grossisse au fur et à mesure du temps. En sachant que l'hypertrophie bénigne touche surtout la partie centrale de la prostate, alors que le cancer touche surtout la partie périphérique, puisque 70% des cancers de la prostate sont dans la partie périphérique. Alors, diagnostiquer le cancer de la prostate, comme l'a dit le professeur Timsit, il n'y a pas de signe clinique. Il n'y a pas de signe clinique. Donc, c'est d'où l'intérêt, comme il l'a très bien dit, de faire un dépistage. Vous voyez que, je répète les chiffres, 57 000 nouveaux cas, donc c'est un cancer très fréquent, aussi fréquent que le cancer du sein chez les femmes. 8 900 cas de décès par an, donc c'est au 3e rang des cancers chez l'homme, au premier à partir de 60 ans. Il y a des signes urinaires, du bas appareil urinaire, mais qui touchent tous les patients qui ont des prostates, et comme l'a dit le professeur Timsit, qui sont plus en rapport avec une hypertrophie de la prostate qu'un cancer. Mais si vous avez une hypertrophie plus un cancer, on peut avoir des signes. Le PSA est essentiel, il l'a bien dit, le toucher rectal. Et ça, c'est une chose très importante. Actuellement, il n'y a aucun autre examen que les biopsies qui permettent de confirmer le diagnostic du cancer de la prostate. Peut-être en aurons-nous dans quelques années, mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il n'y a pas d'autre examen que faire une biopsie, c'est-à-dire un prélèvement de la prostate, le donner à l'analyse, et qui va dire oui, il y a un cancer de la prostate. Ces biopsies, elles sont faites soit elles sont faites sous échographie, elles sont de plus en plus faites non seulement en randomisation, c'est-à-dire au hasard, sous échographie, on va faire 12 biopsies, 6 de chaque côté, 3 à droite, 3 fois 2 à droite, 3 fois 2 à gauche, mais elles sont aussi également de plus en plus ciblées à partir d'un examen qu'on appelle l'IRM. Et retenez ça, et c'est très important, l'échographie est un très mauvais examen du cancer de la prostate. Il faudrait, à mon avis, arrêter les échographies de la prostate qui ne servent à rien. Mais quoi qu'il en soit, c'est un mauvais examen. Et le meilleur examen aujourd'hui, c'est l'IRM. L'IRM, selon les recommandations, comme l'a dit M. Timsit, que j'ai l'honneur de diriger en France, n'est pas reconnu avant biopsie. Simplement pour des raisons purement de preuves scientifiques. Nous n'avons pas la preuve que c'est utile, mais nous sommes très convaincus que ça l'est. Et en tout cas, probablement pas dans la prochaine édition ou dans l'édition suivante, l'IRM sera préconisé avant les biopsies, quand on aura la puissance scientifique pour l'affirmer.
Quoi qu'il en soit, les recommandations sont toujours un peu en retard par rapport au progrès, mais l'IRM est en revanche un examen très important, pas n'importe quelle IRM, une IRM dynamique, et une IRM que l'on fait dans des endroits où on sait bien faire, et on va regarder un certain nombre de critères qui permettent de dire oui, il y a des zones cibles, c'est-à-dire des zones qui laissent à penser que c'est du cancer et pas de la tétanie. Et puis le bilan d'extension, très important, une fois qu'on a diagnostiqué un cancer de la prostate, on ne le fait pas toujours, on le fait parfois, on le fait toujours certaines fois, mais ça dépend de l'agressivité du cancer. Et ce bilan d'extension, il porte un scanner, qui est généralement thoraco-pelvien, où on fait le thorax, l'abdomen et le pelvis, une scintigraphie osseuse pour voir s'il y a des métastases secondaires au niveau de l'os, et un PET scan à la colline, qui est un examen, une sorte de super scanner, avec une injection d'un produit qui va voir s'il y a des points de fixation, qui permet de dire oui, il y a un cancer, et ce cancer a déjà diffusé avec des spots de métastases à l'os, au foie, au poumon, etc. Après diagnostiquer le cancer, c'est pronostiquer le cancer. Comme l'a dit M. Timsit, tous les cancers de prostate ne sont pas identiques. Vous avez des cancers, selon une classification qui s'appelle la classification de D'Amico, D'Amico étant un radiothérapeute américain, et il a fait une classification qui est globalement utilisée par tous les cliniciens que nous sommes, mais également par les étudiants à la faculté. On leur enseigne cette classification, qui est de dire oui, il y a des cancers à bas risque, qui sont définis par un certain nombre de critères, le PSA, le toucher rectal et le score de Gleason, qui permet de voir l'agressivité du cancer sur les biopsies, les risques intermédiaires, qui sont un cancer relativement grave, mais qui est encore tout à fait guérissable, et puis les cancers qui sont à risque élevé, qui peuvent être aussi guérissables, qui peuvent être parfois plus importants, mais globalement ça nous sert, vous voyez, à permettre de dire à un patient, vous avez un cancer à risque faible, des risques intermédiaires ou risque élevé, en fonction de ces critères qui sont définis, qui permet aussi de stratifier les patients pour qu'on parle tous entre guillemets le même langage, qu'on soit urologue à Melbourne ou urologue à Besançon. Donc c'est très important d'avoir cette classification pour qu'on sache de quoi on parle quand on parle d'un cancer de la prostate vis-à-vis des patients. Et puis, ce cancer, il va servir à classer des patients, mais pour autant, le cancer, il peut être dans différentes cases. Et globalement, j'ai essayé de vous synthétiser les 4 situations auxquelles on est confronté. Première situation, celle-là. Le cancer est tout petit, microscopique, il n'est présent que sur quelques biopsies de la prostate. Ce cancer est un cancer, le patient a un cancer. Mais on est amené à penser qu'un certain nombre de patients, entre 20 et 30%, ne vont jamais évoluer. Le cancer va rester ce qu'on appelle indolent, et le patient n'aura finalement jamais besoin d'être traité de ce cancer. Ce sont des patients que l'on met ce qu'on appelle en surveillance active. On va leur dire, vous avez un cancer petit, peu évolutif, on va vous surveiller par un certain nombre de critères qui sont biologiques avec le PSA, cliniques avec le toucher rectal, radiologique avec une IRM, histologique avec des nouvelles séries de biopsies, et on fait ça à un certain intervalle de temps pour essayer de voir si le cancer va progresser, et dans ce cas-là on passe au deuxième stade, ou si le cancer ne va pas progresser, et dans ce cas-là on poursuit la surveillance active. Deuxième cas de figure, les patients ont un cancer localisé. Il a un cancer plus agressif, c'est pas une seule biopsie, c'est plusieurs, peut-être plus agressif, et là on propose un certain nombre de traitements qui sont en fonction de la gravité et de l'importance, soit des traitements focaux, donc on pourrait être amené à voir ce que c'est des traitements très localisés, très focalisés par des structures comme la cryothérapie, la radiofréquence, ou ce qu'on appelle l'IFU, qui sont des ultrasons focalisés de haute intensité. Également une irradiation, on en parlera le professeur Giraud juste après, qui permet de voir, il y a différents types d'irradiation, la curithérapie, la radiothérapie conformationnelle, bref, un certain nombre d'irradiations qui vont traiter le cancer de la prostate ou l'intervention chirurgicale, donc je vous parle. Il y a un troisième type de cancer, les cancers localement avancés. Les patients n'ont plus un cancer localisé, il a dépassé ce qu'on appelle la capsule prostatique, il a commencé à envahir les tissus environnants, comme les vésicules séminales, qu'on a très bien vu sur le schéma anatomique, et là on ne peut plus parler de cancer localisé, il faut généralement avoir des stratégies qu'on appelle multimodales, qui à la fois associent de la radiothérapie et de l'hormonothérapie, de la chirurgie et de l'hormonothérapie, bref, un traitement beaucoup plus agressif pour permettre de guérir ces patients, mais qui sont encore au stade guérissable, mais avec des traitements combinés où on associe un certain nombre de stratégies. Et puis enfin, dernière situation, le cancer qui a évolué, qui a métastasé à différents organes, et pour lequel le traitement local est rare,
même si aujourd'hui on peut être amené à penser que pour les cancers avec des toutes petites métastases, on pourrait être amené à proposer un traitement local, notamment par chirurgie, mais globalement retenez que dans cette situation-là, on ne propose plus de traitements locaux, mais des traitements généraux, par des hormonothérapies, c'est-à-dire un traitement qui va castrer le patient, ça revient à ça, des deuxièmes lignes d'anti-androgènes ou des chimiothérapies dont parlera le professeur Houdard. Donc la prostatectomie radicale, c'est l'exérèse complète de la prostate. Il ne s'agit pas de retirer une partie de la prostate. Ce n'est pas comme l'intervention justement du patient qui a une hypertrophie où on va gratter la prostate, ça n'a rien à voir. Là, on retire la totalité de la glande prostatique avec les vésicules séminales que l'on avait vues derrière et les ampoules différentielles. On fait une véritable exérèse chirurgicale de toute cette zone-là, car on sait qu'il y a des risques que le cancer évolue vers les vésicules séminales. Et donc on retire toute la partie bleue, ce qui va, vous voyez, entraîner une ouverture de la vessie, fatalement, puisque la prostate est impactée sur la vessie, et également une ouverture de l'urètre, qui est ici. Et après, on va faire une suture chirurgicale pour refermer la vessie sur l'urètre, suturer la vessie sur l'urètre et permettre au patient de retrouver l'érection. Il y a un certain nombre de voies d'abord, ça veut dire la voie d'abord, c'est la voie par laquelle le chirurgien va agir. Jusqu'il y a 20 ans, on faisait des interventions par chirurgie classique ouverte, où on ouvrait sous l'ombilic, sur à peu près une dizaine de 2 cm, puis est apparue la laparoscopie, qui est une technique où on va introduire les instruments par des petits trocars, et on a évolué grâce à l'utilisation du robot dont on va parler. Alors les résultats, quand on compare la voie ouverte et la voie robotique, c'est quoi? Globalement, un mauvais chirurgien restera mauvais en robot ou en ouvert, peu importe, il est mauvais, il est mauvais. Donc c'est pas le chirurgien qui transforme le chirurgien, le robot qui transforme le chirurgien, c'est parce qu'il y a un robot dans un hôpital que du coup le chirurgien devient un dieu de la chirurgie. Non, il est mauvais, et donc c'est tout. Il n'y a actuellement aucune preuve formelle, scientifiquement parlant, que la chirurgie robotique fait mieux que la chirurgie ouverte. Il n'y a aucune preuve pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas d'études assez puissantes qui peuvent le permettre de le prouver, et il n'y a pas d'études, ce qu'on appelle randomisées comparatives, où on tire au sort, où vous faites opérer par chirurgie ouverte ou robotique, qui permet d'assurer les résultats. En termes d'efficacité carcinologique, pour le traitement du cancer, aucune différence entre chirurgie ouverte et chirurgie robotique. En revanche, en termes de continence, il y a une tendance qui laisse à penser que probablement la chirurgie robotique fait un peu mieux. En tous les cas, on est certain qu'elle ne fait pas moins bien. Et peut-être fait-elle mieux. Et pareil, en ce qui concerne les érections, où on peut arriver à préserver les bandelettes neurovasculaires pour essayer au maximum de passer dans un tout petit plan, que je vais vous montrer juste ici, un peu compliqué, et qui permet justement d'essayer de garder les érections aux patients. En termes de qualité de vie, probablement la chirurgie robotique est meilleure que la chirurgie ouverte, l'incision moins grande, le patient sort au bout de 2 jours, voire même dans certains centres en hôpital de jour, moins de saignement, plus de précision, un retour plus rapide à la vie globalement. Là, la chirurgie robotique fait mieux. Alors vous voyez ici, tout le problème pour le chirurgien, c'est cette partie-là. Quand on passe ici, on conserve le nerf, mais on passe trop près de la prostate et on risque de laisser du cancer. Quand on passe ici, on abîme le nerf, on retire toute la prostate, mais on entraîne une diminution de la qualité des érections. Et toute la difficulté pour le chirurgien, elle est exactement dans ce passage-là, dans ce petit plan-là, qui est millimétrique, où on doit être suffisamment large pour retirer le cancer, mais où on doit être suffisamment protecteur pour essayer de préserver des bandelettes. J'ajoute, et ça c'est très important, que tous les patients ne peuvent pas avoir une préservation des bandelettes neurovasculaires. Le patient qui a un cancer localement avancé et pour lequel il y a un envahissement avec un cancer agressif, il est hors de question de lui faire une préservation des bandelettes neurovasculaires. Mais quand on peut le faire, ben c'est vrai que c'est mieux, évidemment, on ne peut pas le faire à tout le monde. Et pareil pour la continence, vous voyez, ce qui compte, c'est plus le problème du sphincter. Je vous certifie qu'aujourd'hui, 99% des hommes ont une préservation parfaite de leur sphincter. Alors pourquoi on tire, vous allez me dire, une incontinence? C'est parce que ce qui compte dans le sphincter, c'est la longueur du sphincter. Le sphincter, c'est un muscle circulaire. Si vous serrez votre doigt avec un doigt, vous aurez moins de force que si vous mettez 2 doigts, 3 doigts ou 4 doigts. Ben c'est pareil, elle est déterminée anatomiquement et elle ne peut pas se modifier. Ce qui peut se modifier, c'est la force de contraction du sphincter. C'est la raison pour laquelle
95 à 98% des patients après prostatectomie radicale sont continents, ou parfaitement continents, mais il y en a encore 2% qui parfois ne le sont pas à cause de ce problème. Mais aujourd'hui, imaginez et encore penser que le patient qui opère une prostatectomie radicale va fuir comme un vieux robinet entré en machin, c'est complètement illusoire, c'est complètement débile, ça n'a aucun sens. Ce n'est plus du tout ça la chirurgie de la prostate. On a complètement évolué, on a complètement amélioré nos techniques chirurgicales, et aujourd'hui, 15% des patients sont parfaitement continents, et quand on préserve les deux bandelettes, jusqu'à 75 à 80% des patients gardent leurs érections, et quand on ne peut conserver qu'une seule bandelette, ce taux diminue à 40-50%, mais ça reste encore important, bien sûr. Et j'ajoute que les autres traitements, évidemment, altèrent aussi la qualité des érections. Alors le robot, la chirurgie robotique, c'est quoi? Eh bien, le patient est situé ici, et vous voyez, que ce soit les chirurgiens qui tiennent les instruments, et je vous encourage avec un couteau de 30 cm à couper une tranche de jambon, les bras levés, vous allez voir qu'au bout de 5 minutes, vous allez avoir très mal. Quand vous restez pendant 2 heures comme ceci, c'est pas confortable, vous tremblez, c'est difficile, c'est fatigant, c'est compliqué, et vous n'êtes pas à l'aise. La chirurgie robotique, c'est quoi? C'est ça. Le chirurgien, il est assis, tranquillement, sur une chaise confortable, les coudes sont appuyés sur un support, les doigts sont mis dans des joysticks, et bien sûr, la chirurgie est la même. Ce n'est pas le robot qui opère. On introduit des instruments qui sont tenus par le robot, mais le robot est actionné par le chirurgien. Le chirurgien fait ça, le robot fait ça, le chirurgien fait ça, le robot fait ça. Mais le robot n'est que la continuité du geste chirurgical. Donc on a une qualité d'image qui est absolument incroyable, on a une vision 3D, on a une mobilité qui est absolument géniale, on a à l'intérieur c'est des micro-mains et donc on peut vraiment déplacer les instruments avec une parfaite vision, on a une suppression des tremblements, on a une moindre fatigue et globalement c'est vrai qu'on améliore considérablement la gestuelle et la finesse chirurgicale avec ce type d'instrument, même si, et je le répète, il n'y a pas la preuve scientifique que c'est mieux. Alors, l'irradiation en chirurgie, il est absolument hors de question de mettre le débat ici, mais juste, c'est vrai qu'on est en train pour chaque patient de discuter, tous les patients sont discutés en RCP, maintenant dans des centres de cancérologie comme le nôtre, il n'y a pas un patient qui est discuté en dehors d'une RCP où il y a les chirurgiens, les radiothérapeutes, les oncologues, les radiologues, et on va définir les meilleures stratégies. Mais la stratégie, c'est, d'abord, il n'y a actuellement aucune étude randomisée qui a comparé la radiothérapie et la chirurgie. Il y a des millions de malades qui ont été traités, aucune étude n'a jamais été randomisée, simplement parce que ce n'est pas randomisable. Vous ne pouvez pas dire à un patient, je vous tire au sort entre la chirurgie et la radiothérapie, tellement ça fait appel à une différence de stratégie. Et donc il n'y aura jamais d'études, à mon avis, qui seront randomisées. En termes de mortalité, il y a un certain nombre, et notamment une étude qui, je vous ai mis les 2 principales études selon moi qui ont essayé de répondre à cette question. En termes de mortalité, la prostatectomie radicale ferait un peu mieux, ou un peu moins pire, que la radiothérapie. C'est-à-dire que les malades seraient mieux traités après chirurgie qu'après radiothérapie, mais c'est un delta qui semble assez vague. Mais cela dit, la quasi-totalité des études, quand on fait des études de stratégie statistique, montre que ce serait plus en faveur de la chirurgie que de la radiothérapie. En revanche, en termes de continence, la radiothérapie ferait mieux que la prostatectomie radicale. En termes d'impuissance, c'est pareil, la radiothérapie ferait mieux dans la préservation des érections que la chirurgie. Enfin, en termes de troubles vésicaux et digestifs, bien sûr, il y a une irradiation qui va entraîner un effet brûlant autour de la tumeur, et là c'est pire avec la radiothérapie qu'après la chirurgie. Et enfin, en termes de qualité de vie, c'est la même chose. Donc globalement, et pour conclure, comment choisir? Il faut que l'information soit claire et complète auprès des patients. Il n'est pas question de dire je vous fais ci, et je ne parle pas des autres techniques aujourd'hui, c'est même condamné par la loi, puisque je vous rappelle que depuis les ordonnances de Bernard Kouchner de mars 2002, on doit donner une information complète et claire aux patients. Il faut exposer les bénéfices-risques. Si je vous opère, il y a ça. Si on vous irradie, il y a ça. Il faut dire quelles sont les modalités de surveillance. Pas que le PSA, les IRM, les rebiopsies. Les modalités de traitement sont importantes. Après une chirurgie,
c'est 2 jours d'hospitalisation maintenant, voire 3 jours, alors qu'une radiothérapie, c'est des traitements qui peuvent être longs, tous les jours de la semaine, pendant 5 à 6 semaines. Il faut dire quelles sont les complications et leur gestion. Il y a des complications terribles après chirurgie, j'en conviens. Il y a des complications abominables après radiothérapie. Mais abominables. C'est la chirurgie. Mais c'est la vérité. Et j'ai dit que des complications graves après chirurgie. Mais minimiser, non mais c'est très important ça. Croire qu'il n'y a pas de complications après la radiothérapie, c'est inimaginable. Nous, toutes les semaines, on voit des patients qui sont dramatiquement infirmes à cause de la radiothérapie. C'est pas pour autant qu'ils ne sont pas guéris. Il faut simplement les prévenir que ça peut arriver. Et il faut bien sûr expliquer ce qu'on va faire en cas de récidive de la maladie. Si vous avez été opéré et que vous avez une récidive, vous faites irradier. Si vous avez été irradié et que vous avez une récidive, c'est moins facile. Tout ça doit être dit. C'est pas parce que c'est vrai qu'on ne doit pas le dire. On doit le dire, mais on doit le dire de façon scientifique. Donc en conclusion, le cancer de la prostate est grave, au moins pour certains d'entre eux, que le cancer, la prostatectomie radicale reste un des traitements de référence du cancer de la prostate localisé et probablement localement avancé. Il y a des indications qui sont en train de changer aujourd'hui. On fait moins de prostatectomie radicale pour les petits cancers, on en fait plus pour les gros cancers, et peut-être on en fera encore plus pour les cancers, ce qu'on appelle oligométastatiques, c'est-à-dire peu de métastases, car on pense qu'il y a un effet quand même du traitement de la tumeur primaire sur les métastases, que l'apport de la robotique est incontestable, que ça permet une chirurgie mini-invasive, que même s'il n'y a pas de preuves formelles, il y a une tendance à penser que c'est mieux, et en tout cas, je peux vous dire, il n'y a aucun chirurgien du monde qui, une fois qu'il a commencé la chirurgie robotique, passe à la chirurgie hautaine. C'est incontestablement une avancée thérapeutique majeure.